Miami Beach que les policiers encerclaient depuis 15 heures hier après-midi alors qu'un voisin avait entendu des coups de feu. Une centaine de policiers et d'agents du FBI étaient sur place. Ils avaient sommé Cunanan de se rendre. Finalement, ils ont envoyé des gaz lacrymogènes en soirée, sont entrés une première fois, n'ont rien trouvé. Et à la deuxième fois, ils ont trouvé le corps dans une des chambres de Andrew Cunanan, qui également était recherché pour 4 meurtres commis dans 3 États américains. Les policiers qui avouent qu'ils s'attendaient à une telle conclusion avec les actes désespérés et les comportements violents dont avait fait preuve Andrew Cunanan, ils s'attendaient à un dénouement aussi violent. Au début, refusait de dire formellement que c'était Andrew Cunanan, mais finalement, les empreintes digitales et l'arme, surtout avec laquelle il s'est donné la mort, ont confirmé que c'était bel et bien lui. L'arme correspondait aux armes utilisées pour commettre les meurtres à la fois de Gianni Versace et des autres victimes de Andrew Cunanan. Le général de Gaulle qui, malgré lui, sème encore beaucoup d'émoi et de remous. Oui, on s'y attendait. Hier, c'était l'inauguration de cette statue du général de Gaulle, tout juste à côté du Concorde et des Plaines d'Abraham, un lieu évidemment chargé d'histoire à Québec. Hier, 1 millier de contre-manifestants, finalement, fédéralistes, étaient là. Ils ont chahuté à qui mieux mieux les orateurs venus prendre la parole pour l'inauguration de ce monument. Ils en avaient non seulement par le fait qu'on honore le Vive le Québec libre, mais également par le fait que ça a coûté 135 000 $ dans une ville où le maire refuse de voir flotter le drapeau du Canada devant l'hôtel de ville. Vous l'avez vu, ça a donné lieu à des prises de bec, quelques gros mots, et les orateurs qui avaient à parler parmi les chahuts et quelquefois les gros mots de la foule n'ont fait qu'en rajouter sur les déclarations du général de Gaulle. Et les arguments de droit invoqués pour faire obstacle à la volonté populaire ne sont que des barrières de papier, autant en emporte le vent. Ce cri, cette apostrophe magnifique, eh bien, elle n'est aujourd'hui rien d'autre qu'une limpide évidence. Reste à voir si ça va se passer comme ça aujourd'hui, parce qu'à Trois-Rivières et Montréal, il y a des cérémonies également, des monuments qui vont être, des plaques plutôt, qui vont être montrées, dévoilées publiquement pour commémorer le 30e anniversaire du Vive le Québec libre. C'était aujourd'hui, ben oui, il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans, en 67. Voilà. La maison de chambre où il y a eu un incendie hier, semble-t-il, était clandestine. Oui, cette maison de chambre de la rue Bourget, dans le quartier Saint-Henri, dans le sud-ouest de Montréal. France Gauthier, là, il appert, selon les premières constatations, qu'il y avait beaucoup de lacunes pour ce qui est de la sécurité. La première lacune, Jean-François, c'est que les pompiers ne connaissaient même pas l'existence de cette maison de chambre clandestine. Donc, c'est une bonne raison pour laquelle, d'ailleurs, les inspecteurs n'avaient jamais visité la maison en question. Les détecteurs de fumée avaient des problèmes. Il y a au moins 2 détecteurs de fumée qui n'avaient pas de batterie. On dit que les gens enlèvent souvent les batteries quand ils font de la cuisine parce que ça part pour rien et ça fait du bruit. Les sorties de secours étaient non réglementaires. Au 3e étage, là, vous voyez les images à l'intérieur de la maison. Au 3e étage, c'est là qu'on a retrouvé les 4 victimes de l'incendie qui étaient prisonnières des flammes parce qu'il y avait une seule sortie pour sortir de là et les flammes étaient prises dans l'escalier. Il n'y avait pas de réseau de système d'alarme et pas de détecteur thermique. Alors vraiment rien pour satisfaire la réglementation municipale. Et pour ce qui est de la cause, France, est-ce qu'on en sait plus long ce matin? Bon, tout ce qu'on sait, c'est que les flammes ont pris naissance dans un vieux matelas au 2e étage. Ça s'est vite propagé au 3e et on ne sait toujours pas si c'est d'origine accidentelle ou criminelle. Il y a peu de chances que ce soit criminel, Jean-François, parce qu'on n'a pas trouvé d'accélérant sur les lieux. Alors c'est peut-être un article de fumeur. On saura sans doute, on n'aura plus de détails aujourd'hui sans doute là-dessus. Merci, France. Merci, à tantôt. Kenworth, la réouverture qui est retardée. Oui, ce ne sera probablement pas pour la fin de l'année comme c'était prévu au départ, la réouverture de cette usine de Sainte-Thérèse dans la région de Montréal. C'est une date indéterminée maintenant, parce que si ça va du côté financement, les gouvernements sont engagés, on le sait. Les terrains posent un problème, ils ne sont pas assez vastes pour l'agrandissement prévu. Il manque 46 000 pieds carrés, il faudrait détourner une rue, et pour ça, on demande des délais de 2 mois pour commencer les travaux de construction. Les syndiqués s'impatientent. Pendant ce temps-là, les représentants des 850 travailleurs s'interrogent sur l'attitude de Packer. Ils pensent que l'entreprise veut gagner du temps. Et justement, le 30 juillet prochain, il y aura une rencontre entre le ministre à l'économie et aux finances, Bernard Landry, et les représentants de Packer, la maison mère également du gouvernement fédéral, pour tenter de résoudre ce dossier. Ça fait déjà 23 mois que c'est fermé. Christien a lancé un avertissement aux pêcheurs de la Colombie-Britannique. Oui, exactement. Il comprend la grogne des pêcheurs de la Colombie-Britannique qui ont encerclé ce traversier pendant 3 jours au cours de la fin de semaine dernière à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Mais il condamne les gestes qui pourraient ternir les relations entre le Canada et
les États-Unis. Pendant ce temps-là, Lloyd Axworthy est allé faire un tour à Washington hier et il est ressorti de sa rencontre avec des représentants américains avec simplement des vœux pieux à l'effet que les négociations allaient se poursuivre dans un bon climat. Mais Jean Chrétien veut maintenir le dialogue. Il rappelle que l'excédent commercial du Canada avec les États-Unis est de 30 milliards de dollars et prend l'exemple de Prince Rupert en disant le blocus là, que vous avez fait avec le traversier, ça va coûter des retombées touristiques. Déjà, la compagnie dit qu'elle ne retournera plus, ne desservira plus le port de Prince Rupert. Alors, il faut y penser avant d'y aller avec des gestes de la sorte. Merci, Jean-François. À tantôt. Vous avez de l'opéra à Québec, parfois. Nous aussi, on en a à Montréal, mais là, ce sera la première fois ce soir, demain soir et samedi, qu'il y aura de l'opéra à l'est de la ville de Québec. Donc, une première pour la province. C'est un concert qui aura lieu à Amqui, dans la vallée de la Matapédia. C'est le ténor de réputation internationale, Claude Robin-Pelletier, qui va être de la distribution. Il est d'ailleurs originaire de la vallée de la Matapédia. Ce sera son tout premier concert dans sa région. On va jouer un opéra de Massenet. Et dans la distribution, on retrouve également Sonia Racine, la seule mezzo québécoise qui chante de l'opéra au niveau international. C'est un opéra accessible. Il y a des enfants dans la distribution. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et évidemment, la tragédie sans laquelle l'opéra n'existerait pas, évidemment. À la météo, José, pas beaucoup de tragédies pour aujourd'hui, mais plutôt des bonnes nouvelles. Oui, ce sera une belle journée aujourd'hui, pourquoi pas, pour aller visiter les festivals, les spectacles extérieurs, parce qu'on prévoit du beau temps pour toute la journée, et ça jusqu'à samedi. Donc aujourd'hui, pour Montréal, c'est du soleil avec quelques passages nuageux. Pour les Laurentides et l'Outaouais, c'est du soleil toute la journée, des maximums de 26 et 27 degrés. Pour le centre du Québec, l'Estrie et la Beauce, eh bien là, c'est du soleil, quelques passages nuageux. Pour Québec et la Mauricie, du soleil toute la journée. Là également, des maximums entre 26 et 27 degrés. Plus à l'est, pour le lac Saint-Jean, la côte gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent, c'est du soleil également pour aujourd'hui, des maximums de 26 degrés. C'est une alternance de soleil et de nuages pour la Côte-Nord. La Basse-Côte-Nord, un ennuagement est prévu ce matin, suivi de 30 % de possibilité d'averse, des maximums entre 15 et 26 degrés. Et c'est du soleil pour les îles de la Madeleine avec un maximum de 20. Plus au nord, pour le secteur de la baie James, c'est un ennuagement en fin d'avant-midi, suivi de 40 % de probabilité d'averse. Il y a même un risque d'orage qui est prévu. Pour le Grand Nord, c'est nuageux avec des éclaircies, 40 % de probabilité d'averse. Et c'est du soleil pour la Abitibi-Témiscamingue, des maximums entre 23 et 28 degrés. À plus long terme, demain, c'est le même scénario qu'aujourd'hui, du soleil avec des températures un peu plus chaudes et le taux d'humidité sera un peu plus élevé, maximum de 29. Pour samedi, alternance de soleil et de nuages, également 29 degrés. Et pour dimanche, si les prévisions sont bonnes, on prévoit des nuages avec 60 % de probabilité d'averse. Et actuellement, à travers le Québec, c'est du soleil et le mercure varie entre 10 et 18 degrés. Ça fait 3 jours que je le dis, mais là, ça, c'est la vraie. Ça, c'est la vraie, oui. Elle s'est pas vue devant le miroir, par exemple. Non. Et donc, si vous voulez participer, vous n'avez qu'à nous envoyer une photo ou encore un extrait vidéo de vaches, comme ça que vous voyez sur les routes du Québec. Vous n'avez pas le droit de tricher, là. Pas des enseignes de vaches ou pas des vaches qui viennent d'ailleurs. Vous n'avez pas le droit de les déguiser. Non, non. Ça nous prend des vraies vaches. Et vous pouvez donc nous envoyer ça ici à Télémétropole. Vous pourriez gagner plusieurs prix, dont le Grand Prix, c'est une location pour 2 ans d'une Toyota RAV4. Alors, voici les détails. Partez sur la route du lait. Ouvrez grand les yeux. C'est le safari photo le plus drôle en ville. Prenez la clé des champs. Partez à la recherche de la vache. La vache vachement drôle de l'été. Faites-nous parvenir votre cliché photo ou vidéo le plus zozo. Gagnez 2 des 8 bicyclettes ou le Grand Prix, une Toyota RAV4 en location. Les gagnants les plus rigolos seront dévoilés dans Salut Bonjour. Branchez-vous sur notre site internet. Amusez-vous, éclatez-vous. Seul ou avec la petite famille, mais jamais sans mon lait. Il y avait plusieurs centaines de personnes, comme vous le disiez, des fédéralistes, des souverainistes qui ont assisté au dévoilement de cette statue à la place Montcalm. Le tout a commencé quand même relativement tôt, puisque les fédéralistes se sont présentés sur place très tôt, justement. Ils ont disposé une multitude de petits drapeaux canadiens au sol. Et le tout, la foire d'empoigne a vraiment commencé quand un souverainiste a donné un coup de pied, si vous voulez, au petit drapeau canadien. Et là, bon, le bal était lancé, les insultes, les cris, tout le monde s'en prenait à son voisin. Alors, tout ça s'est poursuivi durant toute la cérémonie. Il y a même une dame qui a été arrêtée, puisque tout au long de la cérémonie, elle a insulté, à qui mieux mieux, les policiers, les participants, les gens qui assistaient à la cérémonie. En tout cas, un peu de manque de classe, tout ça. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Et du côté de Trois-Rivières, maintenant, Michel Lorrain, vous nous parlez de ce père de famille qui a été arrêté pour avoir agressé, présumément, les gardiennes de ses enfants.
Oui, c'est un individu de Pointe-du-Lac arrêté en soirée hier et qui devrait comparaître aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières. La première plainte a été logée à la police au cours de la fin de semaine par une adolescente de 17 ans qui s'était rendue au domicile du suspect pour garder ses 2 enfants. Or, lorsque l'individu est revenu avec sa conjointe et compte tenu de l'heure tardive, il aurait offert à la gardienne de demeurer à la maison et de la raccompagner le lendemain matin. En cours de nuit, il se serait livré à des attouchements sur cette dernière qui a pris peur et qui s'est enfuie pour porter plainte à la police. Et l'enquête policière démontrerait qu'une autre gardienne aurait été victime exactement du même manège. Et puis, hier soir, à Trois-Rivières, il y a un automobiliste qui l'a échappé belle, qui circulait vers 20h sur le boulevard des Chenaux, lorsqu'une roche est tombée sur son pare-brise. Heureusement, la vitre a tenu le coup, mais elle avait été lancée depuis le viaduc qui surplombe le boulevard. Et souvenez-vous, l'hiver dernier, à Montréal, un incident du genre qui avait fait une victime. Ben oui, sur l'autoroute Ville-Marie. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Au revoir. De retour à Joanne. Merci beaucoup, Dominique. Même si les Expos ne jouaient pas hier, il y avait de l'action au baseball et un classement qui change beaucoup de choses. Ben, qui pouvait être, en tout cas, influencé par ces matchs d'hier. C'est ce qui est arrivé avec la victoire des Marlins. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les Dodgers ont perdu. Et si les Dodgers gagnaient, ils auraient passé devant les Expos dans la course au meilleur deuxième, mais ils ont perdu contre les Mets. Alors, ce match-là contre les Reds de Cincinnati, les Marlins, eh bien, c'est le droitier Alex Fernandez, qui est le pilier des Marlins au Monticule, qui a accordé que 6 coups sûrs en 8 manches. Et après un retrait en 6e, Bobby Bonilla ébranle Mike Morgan avec son 10e circuit de la saison dans la gauche. C'est bon pour 2 points. C'est 3-0 pour les Marlins. Le numéro 20 des Marlins, c'est le nouveau venu Darren Daulton, toujours en 6e. Son triple amène Gary Sheffield au marbre. Les Marlins ont réalisé une poussée de 5 points dans cette manche. Et Fernandez a maintenant une fiche de 11 gains et 8 revers. Mike Morgan a maintenant 8 défaites en 11 décisions. Victoire de 8-1 des Marlins hier. Et Ligue américaine au Skydome à Toronto, les Jays ont eu l'aide du partant des Brewers, Jamie McAndrew, qui a donné 3 buts sur balle en première, dont celui-ci, avec les buts tous occupés. Ça fait un beau petit point, ça, gratis. Hein? En 4e, McAndrew remet ça, manche au cours de laquelle il accorde 5 buts sur balle pour un total de 8. Ici, les buts sont remplis avec Tilston Brito. Il vient marquer tranquillement un autre point gratis. Puis, alors que les buts sont toujours remplis, Joe Carter cogne la balle par-dessus la clôture. Un grand chelem pour Joe Carter, 7-0 Toronto. Le reste a été l'affaire de Roger Clemens, qui, en 8 manches, n'a pas donné de points. Clemens a bien espacé 7 coups sûrs en plus de réussir 7 retraits sur des prises. Les Jays remportent 8-0, 16e victoire pour Clemens. Eh bien, c'est un Australien qui a remporté l'étape d'hier au Tour de France. Il s'appelle Neil Stephens, un rouleur, 33 ans. Il s'agit de la première victoire d'étape de sa carrière. Le Tour quittait Fribourg et la Suisse pour prendre la direction de Colmar, en Alsace, un trajet de 218 km. Et les coureurs ont maintenu une excellente vitesse moyenne de 44 km/h, profitant d'un terrain plat en grande partie. Et un groupe d'échappés de 13 cyclistes s'est formé pour les 40 derniers kilomètres. Par contre, l'Australien Neil Stephens de l'équipe Festina s'est sauvé avec 5 km à faire et il va facilement garder son avance. Et puis, bien sûr, Yann Ulrich, que l'on voit, a toujours le maillot jaune et s'en va, vogue vers la victoire, roule, pédale vers la victoire. Bon. Parlons maintenant de hockey, tout juste pour vous dire que les Canucks de Vancouver auraient offert à Mark Messier un contrat de 3 ans. Écoutez ça, évalué à 18 millions de dollars. Le gars, il a 38 ans. Ça veut dire qu'il signera un contrat jusqu'à l'âge de 41 ans. 6 millions de dollars par année, c'est pas des farces. Et Konstantinov, on n'en a pas parlé depuis un bout de temps, qui était dans le coma. Eh bien, les médecins ont précisé que son cas s'améliorait, qu'il se réveillait de plus en plus souvent, mais qu'il a toujours la nécessité d'avoir un respirateur artificiel avec lui. Mais il devrait être transféré prochainement au département de réhabilitation et sa progression, quoique lente, se fait normalement. Oui, ça se fait normalement. C'est bien avant l'assassinat du célèbre couturier, puisqu'on le soupçonnait d'avoir commis 4 autres meurtres dans la communauté homosexuelle. Selon la police de Miami, les pressions du FBI et de la population en général ont poussé Cunanan à poser ce geste désespéré. Un reportage de France Gauthier pour le réseau TVA. Donc, son règne de terreur est terminé, comme le dit la police. Et ici, on avait tous été bouleversés par les suicides d'étudiants à Coatico. Et ce matin, il y a un coroner qui tente d'expliquer dans un rapport ce qui s'est peut-être produit. Et on l'attendait, ce rapport du coroner Roger Michaud. Vous vous rappelez que 5 étudiants de l'école La Frontalière à Coatico, qu'en esprit, s'étaient suicidés à l'automne dernier et au début de l'année. D'abord, on veut comprendre. Ensuite, naturellement, on veut prévenir. Marcel Gagnon est à Sherbrooke, justement. Marcel, c'est là qu'on a présenté le rapport du coroner Michaud. Il y a eu une évaluation de la situation. Comment juge-t-il, justement, tout ce qui s'est passé là-bas?
Marcel, je vous arrête une seconde. Oui. Parce que, là, je vous entends. Au tout début, je vous entendais pas, mais là, je vous entends mieux. Bon. Allez-y. Alors, je disais tout simplement, ce qu'on voulait savoir au départ, c'est si ces 5 suicides avaient justement avaient un lien entre tous ces gestes qui avaient été posés. Et une des premières constatations que fait le coroner Michaud, c'est de dire, nous n'avons constaté aucun lien entre l'un et l'autre de ces gestes-là. Le seul point en commun, finalement, de ces jeunes-là, c'est qu'ils fréquentent la polyvalente La Frontalière de Quaticook. Ils n'ont pas de lien d'amitié. Ils demeurent justement dans la région de Quaticook, mais ils sont très éloignés l'un de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'on se demandait s'il s'agissait là d'un phénomène social et quel avait pu être l'effet d'entraînement. Sur le plan de la gestion comme telle de la crise, c'est le plan qui est préconisé par Intervention Carrefour Suicide, là, qui a été appliqué. Manifestement, il y a eu certains manquements et c'est ce qui amène d'ailleurs le coroner à formuler ses recommandations. Vous permettez, je vais m'en tenir aux notes puisqu'il y a plusieurs recommandations qui ont été faites. D'ailleurs, les plus importantes, là, au ministère de la Santé et des Services sociaux, par exemple, de former un groupe d'experts qui pourrait apporter un support dans le cas, justement, de situations de crise comme celle-là, parce qu'on a constaté que les gens de Quaticook se sont très, très rapidement retrouvés, justement, bien démunis devant aussi l'affluence des médias et toute la couverture qui s'est faite. Une autre recommandation à l'effet d'effectuer, c'est-à-dire d'affecter à la polyvalente une ressource permanente, une infirmière qui sera là non pas une journée semaine, mais 5 jours semaine, justement, pour être plus attentive. Je vais continuer dans la liste des recommandations à la régie régionale, par exemple, d'approuver un protocole d'entente entre le Centre universitaire de santé et les CLSC, ce qui a fait défaut, justement, pendant cette période-là. À la polyvalente, deux recommandations à la polyvalente, très rapidement, parce que c'est important, de tenir, justement, dès la rentrée, un programme de formation à l'intention des parents pour les amener, justement, à mieux dépister les signes et à comprendre aussi les ressources qui sont en place et finalement, justement, dans tout le post-vention, si l'on veut, la gestion de ces crises-là, d'agir beaucoup plus rapidement qu'on a agi par le passé. Marcel, vous y avez fait référence un peu. Les médias ont été assez durement critiqués pour le type de couverture qu'ils ont fait. Est-ce que le coroner est revenu sur la question? Bien, la seule recommandation qu'il fait aux médias d'information, c'est de traiter désormais la chose d'une façon sans sensationnalisme, en évitant, par exemple, des détails comme les noms et les moyens utilisés, parce que ça peut faire en sorte, tout simplement, parfois, d'ajouter la petite goutte qui fait déborder le vase. Mais un élément extrêmement significatif, il a dit, en aucun moment chez les personnes suicidées, nous n'avons remarqué dans les écrits quelque élément que ce soit qui font référence à la couverture journalistique ou au fait que ça ait pu avoir une conséquence pour, justement, les gestes qui se sont succédés. Et très rapidement, Marcel, est-ce que le coroner espère que ces recommandations vont avoir un impact ailleurs au Québec? Bien, ce que souhaite le coroner, il a dit, je fais des recommandations pour la polyvalente de Quaticook, mais écoutez, là, ces recommandations-là, toutes les régions peuvent s'en inspirer, c'est ce qu'il souhaite tout au moins. Alors, je pense que c'est là-dessus, et c'est ça qu'il faut retenir en bout de ligne. Il y a d'autres recommandations qui sont faites au corps policier, également au ministère, aux médias, aux commissions des droits de la personne, mais je pense de moindre importance. On a beaucoup de détails, puis c'est un rapport important, on comprend. Merci, Marcel. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est important comme rapport, ça. Mais ça va de mal en pis vraiment pour le maire Bourque qui a perdu ce matin un autre conseiller. Et il va finir tout seul, le maire Bourque. À ce rythme-là, Régent, c'est le 15e conseiller qui quitte Vision Montréal. Il s'agit ce matin de Germain Préjean, représentant du quartier Saint-Henri, membre du comité exécutif. C'est pas n'importe qui. En moins d'une semaine, le maire Bourque a perdu 6 conseillers. L'hémorragie ne semble pas vouloir cesser. On rejoint Charles Faribault. Charles, on en parle depuis 2-3 semaines. C'est l'hécatombe au sein de Vision Montréal. Oui, en fait, je dois vous avouer que ça commence à devenir répétitif pour nous parce que j'étais ici même hier soir pour vous annoncer le départ de Robert Gagnon. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler du départ de M. Préjean. Mais parlons d'abord de M. Gagnon. Hier, il a annoncé qu'il quittait donc la formation Vision Montréal pour siéger comme conseiller indépendant parce que, dit-il, il n'y a plus aucune démocratie à l'intérieur du parti du maire Bourque. Il a donc décidé de s'en aller. Et ce matin, comme vous en faisiez état, c'est au tour de Germain Préjean qu'il faut le dire, et les membres du comité exécutif responsable de la sécurité du revenu. Donc, c'est pas n'importe qui. Incidemment, Richard, il faut vous préciser qu'il y a maintenant à l'intérieur du comité exécutif 3 membres qui sont indépendants, des conseillers indépendants, à savoir Pierre Goyer, Samy Forciot et Germain Préjean. Charles, dites-moi donc quel motif M. Préjean met de l'avant pour démissionner? Alors, écoutez, essentiellement, c'est parce qu'il n'y avait plus de démocratie à l'intérieur, lui aussi, dit-il, de Vision Montréal.
Il a dit qu'il attendait le moment propice. Ce moment est venu. Et si vous voulez, on va l'écouter. J'ai toujours été très loyal envers Pierre Bouc. Je me prenais dans mon secteur et puis les gens me faisaient des commentaires. « Hey, Préjean, qu'est-ce qui arrive avec Pierre Bouc? » J'essayais toujours de patiner, mais à un moment donné, il me manquait de glace. Vous l'avez dit, Charles, 3 conseillers indépendants au comité exécutif. Est-ce que la ville est encore gouvernable? Alors, ce qu'il faut préciser, Richard, c'est que dans un conseil municipal, ça ne se passe pas du tout comme dans une législation. Lorsqu'une législation est mise en minorité, elle risque de tomber. On l'a vu en 80 sous le gouvernement de Joe Clark, par exemple. Ouais. Alors, dans ce cas-ci, ça demande un peu plus de consensus de la part du maire. Il faut qu'il aille voir ses conseillers, qu'il s'arrange pour négocier avec eux, pour obtenir un petit peu plus de leur part. Et si vous voulez, on va écouter Rémy Trudel, qui est le ministre responsable des Affaires municipales. Tout de suite. Les conseillers représentent toujours la population de leur quartier et ces conseillers municipaux doivent agir dans l'intérêt de la Ville de Montréal, dans l'intérêt de la population de leur quartier. Alors, on ne peut pas présumer qu'il y aura paralysie d'un grand nombre de dossiers. On devra davantage fonctionner de façon consensuelle. Charles, rapidement en terminant, est-ce qu'on va se retrouver avant longtemps à commenter d'autres démissions? Oui, très certainement. On parle maintenant de Michel Dins, d'Achille Paul Caro et de Jean-Guy Deschamps. Et imaginez-vous qu'on parle aussi du possible retour de Yvon Lamar sur la scène politique. Bon, on va suivre ça. Merci, Charles Faribault. Voilà. Au revoir. Ah ben oui, là, tout le monde va se mettre en course, évidemment, pour la prochaine campagne électorale. Bon, il y a 30 ans maintenant, Charles de Gaulle descendait à Montréal par le chemin du Roi et la controverse. Est-ce qu'elle suit exactement ce chemin-là aujourd'hui, Richard? Ben, c'est ce qu'on voulait savoir, hein, parce que hier à Québec, on était avec Bernard Plante et ça bardassait. Là, il y a plusieurs célébrations dans différentes villes du Québec. Je vous invite à aller rejoindre Louis Cloutier, qui, lui, est à Saint-Anne-de-la-Pérade. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté. À Québec, ce matin, je pense que c'était assez tranquille. Comment ça se passe au cœur du Québec? Bien, c'est aussi calme ici, messieurs, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Remarquez que la police n'a pas pris de chance. Il y a des effectifs en civil et en uniforme de la Sûreté du Québec. Ici, Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'était la 3e étape du parcours du général de Gaulle. Tout juste avant, il y avait eu Québec et Donnacona. Il y a eu dévoilement de plaques commémoratives là-bas, près de l'hôtel de ville à Québec ce matin, puis vers 11 h en face de l'église à Donnacona. Cette plaque commémorative, finalement, elle est assez simple. C'est une plaque de 12 par 18 et ça dit « À l'occasion du 30e anniversaire du passage du général de Gaulle, le ministre des Affaires municipales, Rémy Trudel, dévoile cette plaque commémorative ce 24 juillet 97. » Louis, à l'époque, il y a 30 ans, ça avait été un grand moment pour la région. Oui, un grand moment encore qu'ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade. On ne peut pas dire que ça avait laissé un souvenir très visible. D'ailleurs, qu'est-ce que le général avait dit ici? On ne le sait pas trop, pour la bonne raison que les journalistes en provenance de Donnacona étaient arrivés en retard. Le discours avait été bref et les journalistes n'étaient pas là. Donc, dans les comptes rendus, tout ce qu'on retrouve de la part des journalistes, c'est des plaintes de cet accroc à l'organisation. Mais vous savez, ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le moment du Vive le Québec libre n'était pas encore arrivé. C'est vrai, on n'était pas encore sur les dents. Dites-moi donc rapidement, Louis, je pense que dans votre région aussi, aujourd'hui, il y avait une conférence des maires de la municipalité du Québec et ils ont comme profité de l'occasion pour envoyer un message à Québec. Ben voilà, c'était un regroupement de maires de la région de Trois-Rivières, mais il y avait aussi la mairesse de Sainte-Foy. C'est à propos du pelletage de dépenses dans la cour des municipalités. Le maire de Trois-Rivières-Ouest a lancé ironiquement à l'endroit du ministre Trudel. On n'accepte pas ça alors que Québec fait faire des statuts pour le général de Gaulle et dévoile des plaques commémoratives. Il a dit « Vive les municipalités libres, on ne paiera pas ce 500 millions. » Merci, Louis Cloutier. Au revoir. Au revoir. Et en Ontario aussi, donc on prime dans les dépenses, puis on ne va pas nécessairement dans la dentelle. Non, mais vous savez que Mike Harris, le premier ministre de l'Ontario, n'est pas exactement l'homme de la concertation ou du consensus. Alors, sans trop préparer les gens du milieu, ni la population, le gouvernement ontarien a annoncé la fermeture de 11 des 44 hôpitaux de Toronto, un hôpital sur 4 déjà. Ça devrait se faire dans 2 ans, à la fin 1999. D'ailleurs, en 2003, le gouvernement aura éliminé plus de 2700 lits juste à Toronto. Le gouvernement ontarien pense pouvoir ainsi sauver $1 milliard par année. Et pour mieux vendre sa décision, il soutient que les Torontois vont bénéficier après coup d'un système de santé amélioré et mieux coordonné. On va voir ça.
Et puis, la Virginie qui n'a rien voulu savoir du reste du monde, finalement, qui exécute un criminel devenu pourtant célèbre. Célèbre parce qu'on a suivi son affaire aux États-Unis, en Europe. On s'est mobilisé pour demander carrément que sa peine de mort soit commuée en peine de prison à perpétuité. Joseph Odell avait été condamné pour le viol et le meurtre d'une jeune femme à Virginia Beach en 85. Il a toujours claimé son innocence. Le gouverneur de la Virginie n'a rien voulu savoir. Il a été exécuté par injection plutôt hier soir à 21h16. Quelques heures avant, dans le couloir de la mort, c'était Marie-Léa, une étudiante en droit qui, depuis 4 ans, tout fait pour démontrer son innocence. Il y avait une vigile devant la prison hier, mais aussi en Italie, où, curieusement, on s'était beaucoup intéressé à ce cas. Le gouvernement italien, le pape Jean-Paul II, Mère Teresa même, avait intercédé en vain, finalement, auprès de l'administration américaine pour obtenir un changement de peine. Finalement, ça n'arrive à lui hier soir, 21h15. C'était justement marié, comme vous disiez, avec quelqu'un qui l'a aidé dans les dernières années. C'est réclamé son innocence partout. Ben, la facture des inondations des dernières semaines en Europe est vraiment salée. On a un bel été comparativement ce qui se passe là-bas. Honnêtement, Régent, il n'a pas arrêté de pleuvoir en Europe de l'Est depuis des semaines. Même solidement épaulé la cause indépendantiste en lançant dans la cour du séminaire Saint-Joseph, nous sommes arrivés à l'époque où le Canada français devient maître de lui-même. Il appellera le Québec à l'émancipation économique et au renforcement de ses liens avec la France. Vous aurez, dira-t-il, à concourir avec vos élites, vos savants et vos ingénieurs au progrès du vieux pays. La France l'attend de vous pour demain. Au déjeuner, offert par la ville, le général de Gaulle se verra servir une entrée de saumon de Gaspé, du bison avec carottes étuvées et pommes de terre noisettes, bleuets et crème glacée au dessert, le tout arrosé de vin allemand et français. Trois-Rivières avait terminé de justesse ses préparatifs pour l'accueil du personnage. Des orages la veille avaient mis la décoration extérieure en pièces. Des vandales avaient fait le reste. Il avait fallu mettre des équipes au travail durant la nuit. C'était pas une visite ordinaire. L'ancien député péquiste Marcel Gagnon avait sans doute pressenti l'impact qu'aurait cette visite. Il avait pris une journée de congé et s'était attaché au talon du général entre La Pérade et Louisville. Aller jusqu'à Montréal, c'était, à mon point de vue, sensiblement le même discours auquel il ajoutait une phrase à chacun de ses discours. Après Trois-Rivières, de Gaulle s'arrêtera à Louisville puis à Berthierville. Certains prétendent qu'à ce moment-ci, il a déjà bien en tête la formule de 4 mots qui le fera dans quelques heures entrer dans l'histoire du Québec. Louis Cloutier, TVA, Trois-Rivières. La vague de mécontentement des municipalités à l'égard du transfert de 500 millions de dollars de Québec frappe la Mauricie. Un groupe d'une vingtaine de municipalités de la région adhère au mouvement d'opposition qui touche plusieurs municipalités périphériques du Québec. Pierre Saint-Hy vient d'assister à une conférence de presse mouvementée. Alors Pierre, tout d'abord, qui est ce regroupement? Il s'agit, Harold, d'un regroupement de municipalités périphériques, c'est-à-dire autour des villes-centres, des 6 principales villes-centres du Québec. Le mouvement a été initié dans la région de Québec à la suite de la décision du gouvernement de transférer une partie de son déficit de 500 millions de dollars aux municipalités. Il y a bien sûr dans ce regroupement, vous allez le voir sur les images, des maires d'une vingtaine de municipalités de la région qui sont opposés aux intentions de Québec. Par contre, Trois-Rivières en est absent de ce regroupement parce que, bien sûr, elle est considérée comme une ville-centre et, semble-t-il, elle tire profit, elle, plutôt du transfert du déficit par Québec parce que la part qui lui est exigée est moins élevée que d'autres municipalités. Qu'est-ce qui a été décidé? En fait, ce regroupement demande à Québec d'assouplir ses exigences, c'est-à-dire de réduire la facture de 500 millions de dollars qu'il transfère aux municipalités. Et les municipalités aussi veulent que le gouvernement soit plus équitable dans la répartition de ce qui est demandé aux municipalités parce que on le voit, on l'a vu, c'est-à-dire on demande un certain montant aux municipalités considérées comme des villes-centres et davantage aux municipalités périphériques. D'ailleurs, le maire Jean-Charles Charest s'indignait de ce que le gouvernement, lui, ne réduit pas tellement ses dépenses. Il prenait comme exemple la distribution des plaques souvenirs actuellement par le ministre des Affaires municipales à la mémoire du général de Gaulle. Il a d'ailleurs parodié la fameuse déclaration du général de Gaulle pour essayer d'attirer l'attention de Québec. On peut écouter M. Charest. Vive la municipalité libre! Oui, mesdames et messieurs,
libres de nos décisions et des gestes posés pour le bien-être de nos populations. Mis à part tout ce grand discours politique, Pierre, de quelle manière est-ce que ça pourrait nous toucher, nous, comme contribuables, si Québec nous refilait justement la facture? D'après les maires des municipalités périphériques, cela pourrait entraîner une augmentation de 17 cents du 100 $ d'évaluation sur le prochain compte de taxes, ce qui fait dire aux maires que s'il n'y a pas de changement, ils vont bien indiquer sur leur compte qu'il s'agit là d'une taxe du gouvernement du Québec. Merci beaucoup, Pierre Saint-Yves. Au revoir. Eh bien, les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent sur ce qui semble être un incendie criminel à Louisville. Le bar Le Bistrot, coin Saint-Marc et Saint-Laurent, a été endommagé par de la fumée, non pas par les flammes, mais bien de la fumée. Alors, des témoins auraient vu un individu lancer ce qui pourrait être un cocktail Molotov dans l'établissement. L'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec est actuellement sur place, de même que les pompiers. On n'aura plus de détails à notre bulletin de 18 h. Il y a un père de famille de Pointe-du-Lac qui a été accusé d'agression sexuelle sur 2 adolescentes de 13 et 15 ans. Normand Corriveau, 37 ans, aurait agressé entre août 95 et juillet 97 la gardienne de ses 2 enfants. Les actes seraient survenus à sa résidence et dans un motel de Sainte-Marthe-du-Cap le 30 mai dernier. Une autre adolescente de 15 ans aurait subi une agression à Pointe-du-Lac chez Corriveau, là encore, à la suite d'une soirée de gardiennage. Eh bien, l'été dernier, un seul bateau promenait des visiteurs sur la rivière Saint-Maurice au centre Mauricie. Un an plus tard, on compte 3 croisières, 2 à grand-mère et une qui commencera bientôt à partir de la Cité d'énergie de Shawinigan. Les visiteurs vont-ils suivre? Les promoteurs pensent qu'il y a de la place depuis que la Pitoune est disparue. Le maître draveur est le 2e bateau-mouche à parcourir les eaux de la Saint-Maurice dans le secteur Grand-Mère. Alors que le franc nord part de Saint-Jean-des-Piles, le nouveau venu largue ses amarres de Grand-Mère au pied de l'auberge. On ne parle pas ici de concurrence. Les 2 bateaux appartiennent au même propriétaire qui a simplement voulu prévenir une éventuelle compétition. Il y a des gens qui pensent que c'est prématuré, mais moi, je pense que l'avenir, ça fait 6 ans qu'on parle de développement et on sent le développement. Alors, on s'est dit, tant qu'à voir venir un autre bateau, allons-y, fonçons. Les premières croisières entre Grand-Mère et Saint-Roch-de-Méquinac ont commencé au milieu des années 80. À l'époque, c'est Gérald de Doucette qui était capitaine. Il trouve que c'est plus facile de naviguer aujourd'hui. Ça a changé aussi, c'est qu'il n'y a plus de billes, des pitounes. C'est plus facile à manœuvrer maintenant, le bateau? Pas pour... non, c'est plus facile, oui, certain, pour les étrangers, mais avec des billes, comme il y en avait beaucoup avant, c'est ça qui était dangereux. Bien des passagers savent que la rivière a servi de voie de transport pour la Pitoune, mais que sa vocation change. Est-ce que vous attendiez à trouver des billes de bois, ça, la rivière? Non, parce que je suis ça un petit peu, là. Il paraît qu'il y en a encore, mais on les cache. Ils sont sous l'eau. Sous l'eau. Vous trouvez la rivière changée? Pas mal, oui, pas mal. Pas mal plus propre que c'était. Mais il n'y a pas qu'à Grand-Mère qu'on prend le virage nautique. Il y a déjà des bateaux de groupe sur la rivière à Shawinigan. Rien ne dit qu'ils sont confinés à servir uniquement de navette. Forte de son succès, la Cité de l'Énergie prévoit lancer ses pontons à l'assaut de la rivière Saint-Maurice jusqu'au rapide des Hêtres. Mais le décor sera très différent parce qu'on se retrouvera en zone urbaine et qu'il y a là plusieurs usines qui ont laissé des traces peu esthétiques. Derrière les anciennes Carborundum et BF Goodrich, les touristes trouveront un itinéraire industriel moins maquillé. Mais c'est aussi le passé de Shawinigan. Eddie Verbeek, TVA, Shawinigan. Au sport, après une journée de congé, les Expos reprennent ce soir l'action en visitant les Astros de Houston. L'équipe de Philippe Alou amorcera ce soir une série de 4 parties à Houston. Les Astros ont balayé les Expos la fin de semaine dernière à Montréal. Hier à Cincinnati, Darren Dalton a cogné un triple d'1 point en plus d'en marquer un autre. Et dans sa nouvelle équipe, les Marlins de la Floride, à battre les Reds par la marque de 8-1. Les Floridiens avaient perdu leurs 4 dernières parties. Les Mets de New York ont gagné 2-1 hier contre les Dodgers à Los Angeles. Or, les Expos accusent maintenant 4 parties et demie de retard sur la fiche de meilleur deuxième dans la nationale. Au hockey, José Théodore et Régent Hull se sont rencontrés cette semaine au sujet de l'avenir du jeune gardien. L'agent de Théodore, Bob Pernaut, a indiqué qu'au terme de cette réunion, il avait été décidé que son client pourrait compétitionner lors du camp d'entraînement. Il ne sera donc pas automatiquement cédé à Fredericton, comme Régent Hull l'avait laissé entendre le jour de l'acquisition d'Endemog la semaine dernière. Mark Messier a reçu une offre de 18 millions de dollars répartis sur 3 ans de la part des Canucks de Vancouver. C'est du moins ce que rapporte le quotidien USA Today. Détroit, Edmonton, Washington, Chicago, les Islanders de New York et le Canadien seraient intéressés à Messier. Régent Hull a indiqué qu'aucune offre n'a été faite au capitaine des Rangers.
Vladimir Konstantinov a finalement quitté le coma dans lequel il était plongé depuis le 13 juin dernier, date de l'accident de la limousine dans laquelle il prenait place. Ses médecins ont indiqué qu'il quittera bientôt les soins intensifs. Bonne nouvelle, du soleil pour aujourd'hui, 27 degrés, du soleil pour demain, 29 degrés, profitez-en. Donc, toute l'équipe, bon après-midi. Chef-d'œuvre de Walt Disney, coquin de printemps, bientôt sur vidéocassette, mérite d'être fêté avec un remboursement de 5 $ pour un temps limité à l'achat de la vidéocassette coquin de printemps de Disney et 2 de ses produits. Pour toute la famille, l'été s'annonce magique. D'autres fromages, mon grand? S'il vous plaît, oui. Oh! Ah, pas de problème, ça c'est un dégât pour Bounty. Juste une feuille? Tu me crois pas? Faisons l'expérience. Des feuilles mouillées de mon Bounty gaufré comparé à la marque populaire ordinaire de 23 cm et chacun notre dégât. Tu peux rester le pied? Ben. Oh! Beau dégât, mon gars? Regarde bien comment mon Bounty est fort et absorbant. As-tu vu ça? Avec Bounty, pas de dégâts. Bounty, l'essuie-tout rapido, presto. Les concessionnaires Chevrolet Oldsmobile font le grand ménage. On fait tout disparaître à très bas prix. La Venture, la Maxi Minivan à 229 $ par mois. Le Blazer à 259 $ par mois. La Cavalier Z22 ou la 4 portes au même petit prix de 188 $ par mois. Et des taux de financement de 3,9 %. Le grand ménage Chevrolet 97. Chez vos concessionnaires Chevrolet Oldsmobile du Québec. Non, merci. J'ai pas d'argent. Internet est à votre porte. Avec l'interurbain Bell et son plan Supermax, obtenez une trousse sympathico et des heures de navigation gratuites. Appelez-nous avant le 15 août. Hey! Salut! Hein? Oh! Aïe, aïe. Nez bouché, yeux qui coulent et qui piquent, l'herbe à poux fait encore des victimes. Apprenez à identifier cette mauvaise herbe qui se trouve près de chez vous. Une fois identifiée, il ne vous reste qu'à l'arracher. C'est facile, puisqu'elle possède un système de racines peu développé. De plus, c'est sans danger pour la santé. Nous pouvons venir à bout de l'herbe à poux. Alors, avant le mois d'août, j'arrache l'herbe à poux. Une invitation du regroupement intermunicipal pour la lutte contre l'herbe à poux et de chaîne Télévue. Au classement, repêchage heureux, le meilleur, la belle et le vétéran, les coulisses de l'exploit, la mémoire brisée, une série mémorable de 5 matchs. How to break your lease. Are you okay, Grandma? You're looking a little pale. Ouch! Yeah. I don't want to hear about the kids my age who are already potty trained. All kids put their diapers on the same way I do. One cheek at a time. Geronimo! Sing with me, children, as we march together. This old man, he laid down. He was sleeping on the ground when we stepped across his unsuspecting gut. The little Jimmy smushed his foot into his body. You know what? Am I bleeding? I guess it's supposed to mean that we're about to show videos about tennis. Is that what this means? No. No tennis videos? Just what? Nosebleeds? What? Other sports videos? Other sports videos. First a spanking and now this. I'm glad that he can do the lawn dart bit. This isn't fun. My nose hurts and it's a big one. Tell me. All right. All right, let's do it one more time, okay? One more time. One more picture. Who's number one? It would be much better if you can do it.
White men can't jump, but they can get incredibly lucky. It's an exciting game. Oh, number 17 is down, and he stays that way because the ref is on his pinky. I don't know. School's been really tough this year. Haven't had a date in weeks. Well, maybe I'll get a date to the prom after the judges see this. In the past, we have seen a lot of Little League and T-ball videos. Now, what's unique about this next one? What is unique about this next one? Nobody knows. I know what it is. I do know. It features the baseball stylings of little Gilbert Barrera. Will you stop it? We'll play later, okay? All right, I'm going home. Yep, my mommy's gonna be proud of me. Boy, these shoes are uncomfortable. Oh, wait a second. Hold on, just pass here. No, I think I went this way before. Oh, okay, I hear you. Will you stop yelling? I'm coming home, Mom. Man, I gotta get new shoes. I'll never go under these. Will you stop yelling? Am I up again yet? No, the base, the what? Oh, okay, I get it. Who made up these rules? Our research department at the network read somewhere that kids enjoy watching animals with hosts of TV shows. Good for me. I asked for a puppy, but they heard that this one's more dangerous. This is Monkey. 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 Whoa. My nose has gone through a lot of trouble today. Why don't you introduce the next video, Monkey? I'd be glad to, Bob. Ernie! I didn't recognize you while you're eating. What happened to you over the summer, Ernie? Well, I've been watching my weight, Bob, but I feel great. That new diaper really works for you. Well, I'm not here to talk about that. It's time to watch a video where Dad and his little girl sing the blues. Oh, that's fascinating. Love your new hat. My baby came to me this morning. What's money? She said I'm a little confused. Confused. Me and B.B. King was both drowning, baby. I'm drowned, baby. Which one would you choose? One choose. Oh, I said, whoa, baby. Oh, baby. I said, whoa, baby. Oh, baby. I said, whoa, baby. Oh, baby. I never heard you play no blues. The blues. Yeah. Well, Bob wanted me to introduce this next piece. It's a music montage using the song Hippie Hippie Shake. Hey, I love doing the monkey that song, because I love doing the monkey to all songs. We'll return. We have harvested the ultimate weapon. Soon the whole world will be at my command. On August 1st, the new face in action is coming to save us. Who are you? This summer, evil has a new enemy.
Justice. Come on, exercise. Okay. Oh, Suzanne Summers, eat your heart out. Stop it with those roof jokes and get the fire department to get me down from here. Hey, is that jam all over your hand, kid? You know who should be in a jam? Your parents, for sitting next to me during feeding time. Hey there, this person right here is my neighbor kid, Sean. You may remember him from 2 teeth ago. He has more now. He loves our show so much, he wanted to come back and visit us, and I have to give you this mic, Sean, so they can hear you. Wow, that hurt. Here you go. It's yours now. Take it home with you. Thanks. So let me ask you, we have to set up some clips here. Let me ask you a simple question. Is it hard for you to get up in the morning? Yes. What's the problem? Being grumpy. You're grumpy. Any of the other dwarves are just, hey. You ever look at yourself in the mirror and just, like, get grossed out or go yuck or something in the morning? I got a zit once. You did. Well, thanks for sharing. Okay. Keep the mic, and here's someone else with a similar problem. Every time this poor Rottweiler sees himself in the mirror, he thinks he's looking at his evil twin, Geraldo. We're about to go to the bathroom. In the home of Adam Justice from Costa, West Virginia, who just discovered something very important, amazing, unusual, and unique by his toilet. What happened was my mom was taking our clothes out of the dirty clothes hamper, and she separated them into different piles. And Abraham Lincoln happened to show up in our dirty clothes. Come here, I'll show you. There he is. And that's a sock? Yes, it's a sock. This could be the very best audience we've ever had here. And it's not just the tape you're about to see, it's this. Look at them. Look how happy they are. Laugh. Show them how you laugh. Look at them. Would you want to have them at your house? Just run the tape. Run the tape. The guy with the pie is Mark the Bird Fidrich. He was Rookie of the Year in 1976 for the Detroit Tigers. At this fundraiser, he displays how much he's matured since 1976. My friend Trixie and I believe this to be the coolest model at the car show. No doors, and any sound triggers the airbags. A great day, Father. I have here the results of our first free election. Oh, look at all the ballots. But there should be more than that. Oh, I love a democracy. We now present to you a graphic and somewhat fantastic illustration of the food chain. Here's the good part. It's got a trout in it. You caught a fish and he caught you. Look at this. A fish catches a fish. Pull out the trout and throw the ling back. A man catches it on camera. Watch your hand, kid. And they both wind up on TV. Look at this. That is incredible. I'm here with my neighbor friend again, Sean. Sean, are you scared of lightning and thunder? Almost. Almost? So, like, you almost get scared and then you pull back at the last minute? Yeah, you could see that. Well, I think I did. And so you ever go out in the rain and when there's thunder and stuff? You know, that's dangerous. You should stay in the house, right? Yeah. Yeah. Well, let's see what happens with this kid. Aren't they so bad, little boy? More rain! More rain! You should go out there. It's scary. Hey, everybody. It's
it's Assignment America time. We want to see all your... I really missed you, Ernie. Me too, Bob. Yeah, I'm curious, how does such a booming voice come from such a tiny monkey like yourself? I speak from my diaphragm, Bob. That's not your diaphragm. Did you have a good summer, Ernie? Hey, you're just trying to set up summer vacation videos, aren't you, Bob? I can't fool you, you hyper little monkey. They moved from Minnesota so they wouldn't have to push their cars out of the snow anymore. Oh, man, this is tough. I've never balanced a canoe like this before. Think I got it. You can go get the drinks, honey. While you're at it, give me a couple aspirin. Ooh, am I psychic or what? Coming about, steady as she goes, right full rudder, prepare for ramming. You guys smell monkey? Did you see Cliffhanger? Well, John Fiorella did, too. He was a summer intern on our show, and he wrote this production video. He starred in it. He shot it himself with no cameraman. He slipped it under our door, and he skipped town. John Fiorella in Cliffhanger. Our producers, who are at this very moment signing up that monkey for a spinoff, America's Funniest Monkeys, that's a good idea, have narrowed themselves down to these three finalists, and they are Top Toy Head Spin, sent in by the McKee family from Columbia, Maryland. Why, the salesman said these cars were so fast it'd make your head spin. Yeah, right. Oh, whoa. I'll take them. Baby Sings the Blues, sent in by the Del Judas family from Chicago, Illinois. And I said, whoa, whoa, baby. Oh, baby. I said, whoa, baby. Oh, baby. The I Hate Myself dog, sent in by the Douglas family from Mobile, Alabama. Every time this poor Rottweiler sees himself in the mirror, he thinks he's looking at his evil twin, Geraldo. Studio audience, thanks for sitting in those chairs all summer. It's time right now to lock in your votes, and I'll tell you who I want you to vote for psychically, okay? Right now, vote. Paul Gaulle, président de la République française, a lancé son célèbre Vive